Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous politique hebdomadaire avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique. En bref, il va chasser pour nous les indiscrétions et on doit l'avouer, on aime beaucoup ça. Une émission permise grâce à votre soutien, alors soutenez notre projet. Ça s'appelle Riposte, une campagne citoyenne pour bâtir une chaîne d'infos indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Et pour contrer tous ces médias d'extrême droite aux mains des milliardaires, ça se passe dès maintenant sur campagne.lemediatv.fr. Mais tout de suite, c'est parti pour les indiscrets. Au sommaire, cette semaine, le RN fait son grand retour au bureau de l'Assemblée. La gauche se retrouve en minorité alors qu'elle faisait la loi depuis un an. Alors, comment expliquer cette débâcle ? Eh bien, Nils a enquêté sur le rôle toxique, encore une fois, de la Macronie. Et puis, on parlera également d'un sondage qui rend fou la gauche. LFI sous-estimé, les écolos censurés. Autant le dire, c'est le psychodrame de la semaine, mais qui recèle des enjeux bien plus important qu'il n'y paraît. Là aussi, Nils a enquêté là-dessus. Nils, bonjour. Bonjour Amira, salut à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merveilleusement bien. Alors Nils, le RN triomphe à l'Assemblée. Oui, c'est le grand retour de l'extrême droite au bureau de l'Assemblée nationale. Les députés Sébastien Chenu et Hélène Laporte retrouvent leur siège de vice-président à la Chambre basse. Alors on me demande souvent pourquoi les médias se passionnent pour ces élections internes à l'Assemblée. C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait penser que c'est un truc de journaliste politique qui n'intéresse pas grand monde, mais c'est sous-estimer le bureau, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ce sont un peu les instances suprêmes. Elles ont un rôle organisateur sur le fonctionnement de l'institution, le déroulement des débats parlementaires, mais aussi disciplinaire. Regardez la définition qu'en donne l'actuelle présidente de l'Assemblée, la bien nommée Yaël Braun-Pivet. Ça vous choque ? Moi aussi. Vous avez certainement vu la nouvelle ici, ici ou ici. Je vous explique. Le bureau, c'est un peu le syndic de copropriété de l'Assemblée nationale. Il a deux grands rôles. D'un côté, il veille à la vie de l'Assemblée et des 3400 personnes qui y travaillent quotidiennement. La gestion des locaux, de la restauration et du budget, par exemple. De l'autre, il encadre la vie parlementaire des députés. Il autorise la création des groupes d'études, des groupes d'amitié. Il s'assure du respect par les députés de nos règles, conflits d'intérêts, utilisation des frais de mandat, tenue dans l'hémicycle. Il peut aussi prononcer des sanctions disciplinaires en cas d'infraction à nos règles. Voilà. D'aucuns jugeront que comparer le bureau de l'Assemblée à une assemblée de copropriété, c'est un peu osé, mais en tout cas, l'idée est là. Voilà. Alors, les députés peuvent être sanctionnés pour leur comportement dans l'hémicycle ou dans l'enceinte de l'Assemblée. Et d'ailleurs, sous le règne de Yaël Braun-Pivet, d'une main de fer, les sanctions pleuvent. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission et les fidèles abonnés s'en souviennent. Auparavant, quand les macronistes avaient la majorité à l'Assemblée, ça ronronnait gentiment. Il y avait peu de débats car en cas de contestation des accords, il y avait un vote en hémicycle et bien sûr, les macronistes décidaient, parce qu'effectivement, chaque année, 21 des 22 membres du bureau de l'Assemblée sont renouvelés à chaque début de session. Alors en théorie, ça se fait selon un système de points répartis proportionnellement, selon la taille des groupes. Mais c'est vrai que la dernière session 2024-2025 a dérogé à la règle. Les représentants macronistes et la gauche s'étaient entendus pour empêcher les troupes de Marine Le Pen, les plus nombreuses sur le papier. On rappelle ceux qui ont, c'est le groupe le plus important de l'Assemblée nationale, effectivement, les avaient empêchés d'accéder à ces postes prestigieux. Il s'agissait de poursuivre effectivement ce fameux front républicain observé pendant les législatives, qui avait d'ailleurs permis à de nombreux macronistes d'être réélus. Et évidemment, ça n'a pas beaucoup plu au RN. Et puis, surtout, ça avait quand même embarrassé les macronistes qui comptaient sur le maintien de l'extrême droite pour se maintenir au gouvernement. Et d'ailleurs, Nils, on va rappeler le sort peu enviable de Bayrou et Barnier. Ils se sont fait censurer, notamment grâce au RN. Voilà, bye bye. Et donc, depuis, chaque poste, chaque privilège est devenu l'occasion d'une bataille rangée. Et alors, c'est vrai que les vice-présidences, par exemple, ça permet d'avoir une voiture avec chauffeur. C'est plutôt pratique, c'est plutôt prestigieux. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Voilà, donc pour les Insoumis, leur élection à la tête des vice-présidentes a été une véritable révélation. Regardez par
exemple la fierté d'une Clémence Guettet quand elle préside sa première séance avec le rituel républicain. Bonjour à toutes et tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 48 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un débat sur la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette publique. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Voilà, donc tambour, garde républicaine, garde à vous, c'est pas mal quand même. Alors au passage, on peut trouver ce protocole un peu ridicule, mais il symbolise la soumission de l'armée au Parlement. C'est donc quand même un rituel assez important. Même fierté pour Nadège Abomangoli, qui devient la première femme noire à présider l'Assemblée, ce qui n'est pas rien, c'est quand même très symbolique. Notez que ça lui a peut-être permis de ne plus être confondu avec d'autres collègues noirs, séquence souvenir avec Yaël Braun-Pivet. On est sur la défense des amendements maintenant. Allez-y, Madame Keke, vous avez la parole. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Allez-y. Tous les Noirs ne se ressemblent pas. Voilà, on ne s'en lasse pas. Alors c'est vrai que quand la gauche a pris la majorité au bureau, ça a été quand même un gros choc psychologique et politique pour les macronistes, qui n'avaient pas l'habitude de partager le pouvoir, d'autant que nos insoumises ont pris leur tâche au sérieux et s'en sont rapidement imposées comme de très bonnes présidentes de séance, parce qu'évidemment les vice-présidentes remplacent Yaël Braun-Pivet au perchoir. Ah oui, il faut bien se nourrir ou dormir parfois, notamment lors des séances de nuit. Regardez, lors du vote du budget maudit, c'était en 2024, elle ne se laisse pas faire. Monsieur Jarnigon, vous ferez vous rappeler le règlement après Monsieur Jarnigon qui avait commencé à défendre. Dans le cadre de la remise en cause de la présidence, puisque chacun ici a lancé une remise en cause de la présidence. Et donc je le redis, un vote acquis tel que proclamé par le président de séance ne peut être remis en cause. Oui, comme tu le disais, Nils, ça ne se laisse vraiment pas faire. Bon, autant dire, désormais, l'atmosphère est devenue très tendue. Ouais, fini la tranquillité, les réunions pépères pour Yaël Braun-Pivet au bureau. Désormais, avec la gauche, alors certes, qui respectent les règles, évidemment, ils sont légalistes, et la France Insoumise l'est aussi. Il n'empêche que les réunions hebdomadaires au bureau ont parfois viré à la guerre psychologique ou à la foire d'Empagne. Alors, c'est vrai qu'en public, Yaël Braun-Pivet fait passer le retour du RN au bureau pour un simple respect des règles institutionnelles. On l'écoute. Oui, je suis toujours, moi, personnellement, politiquement, farouchement en faveur du barrage républicain. Je m'opposerai toute ma vie au Rassemblement national et à ses idées. Pour autant, je dis qu'à l'Assemblée nationale, sur le plan institutionnel, les Français ont voté pour eux et ils doivent avoir leur juste place. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore faire la différence entre les deux ? Voilà, le barrage républicain, pour Yaël Braun-Pivet, c'est le barrage républicain, mais sans la gauche. Parce qu'on rappelle quand même à la présidente de l'Assemblée nationale que la France insoumise n'est pas considérée comme d'extrême gauche par l'intérieur lors des élections. Mais bon. Vous ne voulez pas du Rassemblement national au bureau de l'Assemblée. Pourtant, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, estime que c'est une anomalie démocratique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'elle voyage, qu'elle aille en Allemagne, au Bundestag, et qu'elle observe comment ça se passe. En Allemagne, ils savent ce que c'est que l'extrême droite, ils savent son danger et le danger de l'institutionnalisation de l'extrême droite. Qu'elle aille au Parlement européen, où de la même manière, il y a un cordon sanitaire et l'extrême droite n'a pas accès aux postes à responsabilité. Alors Nice, on a beaucoup évoqué, ça fait des semaines qu'on en parle, de ce pacte que les macronistes auraient conclu avec le RN. Que faut-il en penser ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une fake news ? Dis-nous, t'enquêter là-dessus. En tout cas, selon Yaël Braun-Pivet, ce serait une fake news. Écoutez-la. Il y a un an, vous ne vouliez pas de ça parce que c'était le Front républicain. Et aujourd'hui, vous faites un deal avec le RN. En fait, le Front républicain, c'est quand ça vous arrange ? Alors, c'est un contresens absolu. En fait, nous, au bureau et à l'Assemblée nationale, on veut le respect des règles et la juste représentation des partis qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont été élus par les Français. Donc on est dans un fonctionnement institutionnel où chacun doit trouver sa place. Alors on va être clair, ce pacte en réalité est réel. C'est pas du tout une fake news. Tout le monde le sait à l'Assemblée. Je crois que même la concierge est au courant. J'ai interrogé mes sources, que ce soit dans les oppositions, mais aussi en Macronie, et même une source très proche de Yaël Braun-Pivet. Elles me l'ont toutes confirmé, ces sources, pour au moins 2 raisons. D'abord, il n'y a pas que l'élection des vice-présidents et des secrétaires qui préoccupent les macronistes. Il y a aussi les présidences des commissions permanentes. Par exemple, il y avait les affaires économiques, la commission des affaires économiques. Et c'était l'insoumise Aurélie Trouvé qui, effectivement, était présidente de cette commission. Et
Et comme le RN n'a pas présenté de candidat cette semaine, eh bien, c'est un macroniste, Stéphane Travert, qui l'a emporté, hein, comme par hasard. Le hasard fait bien les choses. Donc là, il y a eu alliance. A priori, il y a eu alliance, hein, sauf à être vraiment très naïf ou candide, ce que ne sont pas les macronistes. Le poste de rapporteur général du budget obsède aussi le socle commun. Hein. En principe, le poste devrait revenir à un allié du gouvernement. C'est vrai que c'est la tradition, sauf que la dernière fois, c'était le centriste Charles de Courson, député Lyotte, bien connu désormais dans cette émission, qui a remporté l'élection. Alors, Charles de Courson, il est connu pour son expertise budgétaire. Ça fait 30 ans qu'il est au Parlement. Il a aussi un caractère très indépendant. Il ne mâche pas ses mots bien souvent. Et c'est vrai qu'avec Éric Coquerel, qui avait été élu président de la Commission des Finances, qui d'ailleurs a été réélu, il formait, il faut bien le dire, un duo redoutable. On se souvient de leur descente à Bercy pour réclamer des informations sur le budget Attal. C'était à l'été 2024. Ça chauffait. Voilà, et les macronistes à l'époque n'avaient pas du tout apprécié cette incursion, qui pourtant est prévue par les textes, puisque le rapporteur et le rapporteur général de la Commission des Finances et son président ont évidemment le droit de faire des contrôles sur pièce, comme on dit, donc de se rendre dans les institutions pour vérifier les documents budgétaires. Bon. Là, on est plutôt sur, ça s'apparente un peu à Laurel et Hardy, quand ils mettent en scène comme ça pour aller chercher des lettres au plafond, où tout le monde sait qu'en fait, elles ne seront pas prises en compte. Éric Coquerel de la France Insoumise essaye de faire le maximum de bruit, ne m'étonne pas, mais je le suis davantage par Charles de Courson. Il est rapporteur général du budget. On a une difficulté financière importante cet automne et on attendrait de lui dans cette période qu'il fasse des propositions plutôt que de se donner ainsi en spectacle. Enfin, c'est vrai que c'était un peu le seum pour les macronistes qui étaient placés face à leurs responsabilités sur la situation budgétaire qui est quand même assez catastrophique. Bref, en tout cas, les macronistes ont décidé quelque chose, virer Courson. Oui, alors pour te dire à quel point c'était important, à quel point ce poste est important, c'est que le sujet a été évoqué en réunion de groupe, lors d'un dîner de groupe, en fait, entre Sébastien Lecornu et les parlementaires Renaissance. Alors... il est vrai que le Premier ministre a aussi souhaité que les députés élus au bureau ou en commission ne rentrent pas au prochain gouvernement. Parce qu'il y a eu le cas, en fait, lors du dernier bureau, c'est-à-dire que des députés peuvent être nommés ministres, ça arrive, c'est d'ailleurs même une condition sine qua non, bien souvent, de rares exceptions près. Sauf que là, évidemment, s'ils sont élus président de commission, vice-président du bureau ou secrétaire et qui doivent partir au gouvernement, il faut les remplacer. Et ça demande une nouvelle élection. Autant dire que le Premier ministre, effectivement, préférait s'abstenir de les nommer. Donc, effectivement, il y a aussi des députés qui ont préféré lâcher leurs ambitions parlementaires. C'est le cas, par exemple, de la députée Horizon Naïma Mouchou ou du macroniste Laurent Lescure. Ils sont donnés comme possibles ministres lors du remaniement. Et donc, c'est vrai que le Cornu aussi attendait cette élection du bureau pour nommer ses ministres. Alors, je n'ose pas faire de pronostic sur le remaniement, mais enfin, en principe, la semaine prochaine, on devrait quand même être fixé sur l'équipe gouvernementale. Enfin, alors par contre, il ne faut pas s'attendre à des surprises renversantes, manifestement. On prend les mêmes et on recommence. Tout change pour que rien ne change. Alors, un point qu'il faut quand même relever, c'est que la décision de dealer avec le Rassemblement national à l'Assemblée n'a pas été accepté par l'ensemble des macronistes. Oui, c'est vrai, il y a eu des tensions, il y a eu des désaccords au sein du groupe. Certains ont fait de la résistance. On a vu Éric Botrel, alors c'est vrai que député de Bretagne est connu, disons, pour son franc-parler et une ligne un peu franc-tireur au sein du parti. C'est pas la première fois qu'il n'est pas en accord, disons, avec la ligne générale. Plus surprenant, il y a eu quelqu'un comme Charles Zinstenstuhl, par exemple, que je connais bien, qui est député du Bas-Rhin, donc c'est ma circonscription. Et c'est vrai qu'il a même fait un entretien dans Mediapart pour dire que le fait de réserver en fait des postes aux députés du Rassemblement national, c'était un effondrement moral politique pour les macronistes. Alors il n'y en avait pas beaucoup au sein des macronistes qui étaient contre ça. Oui, ils ont été mis en minorité, notamment lors d'une réunion de groupe, la réunion de groupe des macronistes, je crois que c'est le mardi, et donc effectivement, il y a eu un accord général pour réserver ces postes au RN, et au bureau, en tout cas comme vice-président, et pour les commissions, pour laisser effectivement les macronistes récupérer des postes. On a vu par exemple le député Patrick Juvin, qui a été élu rapporteur général du budget à la place de Courson. Alors c'est un médecin, il n'a aucune expérience budgétaire et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas du tout le même profil. Sa première intervention, ça a été pour annoncer qu'il
fallait passer à la moulinette les effectifs des fonctionnaires, alors qu'il disait précisément le contraire il y a 4 ans. Et pire, sa brillante idée, c'est de proposer aux fonctionnaires de démissionner en leur versant 70% de leur salaire pendant 10 ans pour qu'ils abandonnent leur emploi. Une sorte d'indemnité de licenciement financée par l'État lui-même. Alors, il n'a pas osé chiffrer le coût, quand même. Il a été prudent et on comprend mieux, en période de disette budgétaire, qu'il n'ose pas donner un chiffre. Nils, c'est l'heure de passer au deuxième sujet. Je me frotte déjà les mains. On va parler de ce tout nouveau sondage qui fait scandale à gauche, notamment chez les LFI, chez LFI et chez les écolos. On parle bien évidemment du sondage qui donne Glucksmann grand gagnant. Oui, alors c'est vraiment le sujet qui a occupé les discussions politiques de la semaine, tu l'as dit. C'est un sondage IFOP, fiducial, alors pour le journal L'Opinion, qui vient d'être acheté par Bernard Arnault, et pour la radio Sud Radio, qui a un côté quand même très réac assumé, publié le 29 septembre. Effectivement, Glucksmann arrive en tête des candidats de gauche testés, en tout cas, on va y revenir, 14-16% selon les hypothèses, devant un Jean-Luc Mélenchon qui fait quand même 12-13%. Mais c'est vrai que Glux, comme je l'appelle, fait plus du double de fort, qui plafonne à 7%, quand celui-ci est testé à sa place. Alors dans cette enquête, il y a d'autres enseignements. Édouard Philippe est donné entre 16 et 19%. C'est très très loin derrière un candidat du RN. Alors c'est un peu la nouveauté aussi, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, ils sont à 33-35%. Et c'est vrai que Mélenchon apparaît un petit peu dans ce sondage comme étant en difficulté. En cas de dissolution et de nouvelles législatives, près de 6 Français sur 10, 58%, approuveraient un fonds anti-insoumis, selon ce sondage. Et pour la présidentielle de 2027, 51% des Français, donc à peu près la moitié, affirment qu'ils voteraient contre Mélenchon, quel que soit l'adversaire en face, toujours selon cette étude. Donc le front anti-insoumis, c'est qu'on préfère le RN à LFI. C'est ça, exactement. Plutôt Hitler que le Front populaire. Mais alors, c'est vrai que c'est pas glorieux comme résultat. Alors, on va se le dire franchement, la France insoumise a un peu l'habitude des mauvais sondages. C'est pas la première fois qu'il y a des études qui les sous-estiment ou qui les donnent perdants ou qui s'en prennent à Jean-Luc Mélenchon. Mais cette fois-ci, la direction des insoumis a été quand même assez braquée. Bon, il y a beaucoup de personnes qui remettent en doute la fiabilité de ce sondage qui tombe à point nommé, faut le dire. Et il y en a un qui a vraiment remis en cause cette fiabilité publiquement, c'est Bompard. Oui, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour LFI, qui a hurlé toute la semaine. Et Bompard s'est empressé de remettre en doute la fiabilité de l'étude, comme tu l'as dit. Il a rebaptisé l'IFOP au pif pour l'occasion. Voilà, c'est drôle, c'est vrai que c'est divertissant. Bon, en vrai, une partie de l'état-major de LFI n'a pas ri du tout en lisant les conclusions de l'étude, parce que pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon n'est plus en tête à gauche, et ça c'est nouveau depuis 2012. Il se fait, on l'a dit, devancer par Raphaël Glucksmann, son ennemi juré, de 1 à 3 points selon les situations de vote. On se souvient qu'en 2022, ce n'est pas le PS qui pouvait en dire autant. Regardez. J'ai dit, du début à la fin, jusqu'à mon dernier meeting, que Mélenchon était une impasse pour la gauche, je le redis. Vous le redites dans évidemment. Pourquoi ? Parce que Mélenchon, d'abord, il a une rupture avec la gauche démocratique. Il est parti dans une gauche populiste. Voilà, et on sait comment ça s'est fini pour les socialistes. Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Alors oui, c'est pas glorieux. C'est vrai que c'est pas la première fois que la France insoumise joue à contre-emploi dans les sondages. Qu'est-ce qui a changé alors ? Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants sont aussi fébriles ? Alors, un élément de réponse, c'est vrai que ça va pas plaire au capitaine, mais Jean-Luc Mélenchon aura 75-76 ans en 2027. C'est un peu quand même sa dernière chance de se présenter pour tenter de devenir président de la République. Remarquez, je dis ça, je dis rien, puisqu'on a vu que Biden et Trump ont bien été élus beaucoup plus vieux. Donc il faut jurer de rien en politique. Il n'empêche, c'est vrai que la politique, c'est une occupation qui use, les campagnes aussi. Et alors l'autre problème, c'est quand même le déficit de popularité de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Il a une vraie popularité, il a un vrai socle parmi les sympathisants de la France insoumise ou les
les militants de la France Insoumise, mais c'est vrai qu'au-delà, ça reste difficile. Alors certes, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon que j'ai interrogé, on me rappelle que les médias ne sont pas tendres. Hein. On avait parlé de cette fameuse campagne, je crois que c'est notre ami Mourad qui en avait parlé dans son émission, du fameux brûlot La Meute. Mais enfin, il y a quand même un souci de popularité, de charisme, hein, là où Jean-Luc Mélenchon avait quand même réussi à afficher une certaine rondeur en 2022. Tout cela semble bien loin. En clair, c'est l'homme à abattre. Oui, c'est ça. Il y a aussi, il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu la guerre menée par Israël à Gaza, hein, qui polarise la gauche. Il y a eu ces accusations d'antisémitisme, hein, qui visent la France Insoumise et tout particulièrement la France Insoumise. Alors, j'ai quand même posé la question à l'un de ses très proches. Voilà sa réponse qui s'affiche. Voilà, donc en tout cas, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on me dit, un sondage, même pas peur. En tout cas, c'est un peu le leitmotiv de la France Insoumise. Le sondage n'a pas non plus fait plaisir à Olivier Faure, hein, qui plafonne... Oui, on n'en parle pas, lui. Mais bon. Oui, qui plafonne à 7% quand même. Regardez, sa réaction, c'était lors de la manif du 2 octobre. Moi, je ne commande pas les sondages de cette nature qui, finalement, donnent une indication à un moment donné. Et c'est vraisemblable qu'aujourd'hui, Raphaël soit celui qui, à gauche, soit le mieux placé. Tant mieux s'il le demeure pour lui. Ça n'est pas le candidat des socialistes, ce n'est pas le candidat du reste de la gauche. Il est pour l'instant le candidat de Place Publique. Voilà. Il s'est bien fait huer d'ailleurs. Voilà, et puis oui, effectivement, il s'est fait huer. Voilà, donc remarquez, les écolos, ils sont pas mieux lotis, hein, ils sont verts de rage. Désolé pour la mauvaise blague. Encore plus humiliant, hein, Marine Tondelier n'est même pas testée dans le panel, donc là c'est carrément gênant. Et donc comme Antoine Léaumont, donc le député LFI de l'Essonne, un proche de Jean-Luc Mélenchon, Tondelier a écrit une missive très courroucée au président de la commission des sondages, et oui ça existe, hein, pour dénoncer la méthodologie de cette enquête d'opinion. Enfin, un point d'union entre les partis de gauche. Hein. Les sondages, c'est pourri, surtout quand ça donne des mauvais chiffres aux intéressés. C'est quoi ce genre de sondage où les gens sondés écrivent aux patrons? Alors j'ai quand même essayé d'interroger Frédéric Dabi, hein, qui est le patron, enfin la figure médiatique et le patron de l'IFOP. Par mail, j'ai posé 3 questions, notamment sur la fiabilité, sur son engagement politique à lui, parce qu'on sait qu'il est extrêmement pro-israélien, qu'il a participé notamment au meeting Elnet qui était au Dôme de Paris, référence au Dôme de fer israélien à l'époque. Donc tout ça, effectivement, alimente un peu les soupçons insoumis d'une manipulation. Il n'a pas répondu à l'heure où nous enregistrons cette émission. De toute façon, si tu avais répondu, tu sais très bien ce qu'il t'aurait dit. Hein. Oui, que les sondages sont indépendants, que les instituts de sondage commettent le moins d'erreurs possible, évidemment. C'est ce qu'on souhaite, hein, c'est ce qu'on souhaite tous dans un monde idéal. Bref, en tout cas, pour les écolos et pour la France Insoumise, hein, le sondage IFOP, c'est surtout une opération pour propulser médiatiquement le candidat Glucksmann, et c'est vrai qu'on ne peut pas leur donner tort. Regardez d'ailleurs la réaction ironique de Jean-Luc Mélenchon hier. Moi je suis très content pour M. Glucksmann, ça doit lui faire plaisir. Moi, M. Faure, c'est certain, mais au moins il y a une personne qui est contente. Et vous, ça vous inspire quoi? Ça vous fait pas plaisir, ce sondage? Mais vous avez répondu. Non, je suis très contrarié, comme vous pouvez le voir. Hein. Vous êtes tout près. Non, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils ont oublié les pauvres verts, quoi, quand même, ils ne méritent pas ça. Voilà, donc sans surprise, évidemment, hein, Glux, lui, pavoise après ce sondage. Hein. J'ai contacté ses proches donc, pour préparer cette émission. L'un d'eux me dit qu'il est le seul à assumer un positionnement de gauche, selon lui, sans la France Insoumise. Hein. Et puis, c'est vrai que Glucksmann est aussi le seul à refuser de participer, pour le moment, en tout cas, à une primaire de gauche. Évidemment, ça, c'est la marotte d'Olivier Faure, et puis ça fait pas les affaires de ses petits camarades. Alors, il y a au moins une information de ce sondage que personne ne conteste, en tout cas pour le moment. L'extrême droite apparaît plus puissante que jamais, hein, avec un score cumulé de 40% d'intention de vote. Hein. Et la preuve que pour les électeurs du RN, ou en tout cas les électeurs potentiels sondés, Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est pareil. Ils caracolent tous les deux en tête à 33-35% d'intention de vote. Alors si vous rajoutez effectivement Reconquête avec Éric Zemmour et Marion Maréchal et d'autres éléments, par exemple les souverainistes d'extrême droite comme Dupont-Aignan, ça fait un joli 40% pour l'extrême droite en France. Une info quand même assez déprimante. Bon, en tout cas, Nils, conclusion, les sondages, on doit s'en méfier. On rappelle que quand même Jean-Luc Mélenchon, au dernier sondage, avait été largement sous-estimé et Éric Zemmour très surestimé. Donc exactement. Bon, on s'en méfie comme de la peste. Les sondages ne sont pas une science exacte.
Merci en tout cas, Nils, pour cette émission. Merci à toi, merci à vous tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Avec de nouvelles indiscrétions. Évidemment. Et peut-être la nomination du gouvernement. Mais... Donc soyez là vendredi prochain, on ne sait jamais. Merci Nils en tout cas. À bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de nous soutenir, de soutenir le média, votre média indépendant. Merci à vous et à vendredi prochain.